C'est l'aboutissement de plusieurs années d'observation d'un territoire, d'une région, Trás-os-Montes, dans le nord-est du Portugal, qui est la région de ma mère. L'arrivée dans la fiction, en tout cas pour moi, c'est l'envie de filmer ce territoire, ces visages. Donc ça n'est pas par hasard qu'il y ait un lien entre les courts-métrages et le long, parce que je commence par écrire le long il y a presque 7-8 ans. Et comme je n'ai pas fait d'école de cinéma, je fais des cours tout en écrivant le long pour apprendre en fait. Parfois, la frontière entre la réalité et la fiction, elle est mince. Dans le premier film que je réalise, Sol Branco, les raisons de ce rapport direct un peu plus documentaire sont d'abord des raisons financières. Je pars avec mes propres moyens pour réaliser ma caméra, je paye vite fait un ingé son. Et je n'ai pas de producteur quand je pars pour la première fois. Et donc, il fallait faire aussi avec les gens qui m'entourent, les gens de ma famille, moi-même. Par exemple, dans Sol Branco, j'ai une petite fille qui disparaît. Et donc, j'interpelle des gens avec une caméra cachée. Enfin, ils ne voient pas la caméra. Du coup, ça crée une vérité. Je suis pleinement dans le réel, dans cette situation-là. Et pourtant, c'est une fiction. Et une fois qu'on a coupé, on explique à la personne qu'on est en train de tourner. On lui demande son autorisation. Gostava de não ver uma miúda de 9 anos com o cabelo por aqui e com um vestido de branca de neve? Não? Que tem primeiro. Não sei porque fugiram. Estavam em casa, eu estava ao pé da piscina lá no jardim e elas saíram por trás. Piala, il en parle très bien. Il raconte que le cinéma donc, nous permet de voir le monde et de le voir. Autant le voir vraiment, aller jusqu'au fond des choses, jusqu'au fond des tombes. Almaviva, c'est ça, on a vraiment essayé d'être très minimaliste avec Rui Poças, le chef opérateur. Notre mot d'ordre, c'était de faire comme si tout était naturel, comme si la lumière était naturelle, et pourtant, chaque plan est extrêmement pensé, travaillé. Il y a une intrusion quand même du fantastique dans le film, en tout cas du merveilleux. Même à cet endroit-là, on était vraiment dans une recherche d'atmosphère assez réaliste. Et souvent, là, j'ai vu les premiers spectateurs d'Almaviva, je ne veux pas spoiler, mais il y a un incendie, les gens pensent que l'incendie est réel. Et je trouve ça formidable parce qu'on a été, enfin, c'est une volonté de ma part d'être dans cette véracité. Donc j'ai été chercher des images d'archives que j'ai mêlées à des VFX. J'ai trafiqué tout un truc, mais il n'y a rien de réel. L'équipe réduite du court-métrage et la façon de produire permet beaucoup de liberté. Et même si les scénarios ont toujours été très écrits, il y a une marge de liberté au plateau parce qu'on est en équipe réduite et qu'il n'y a pas un enjeu financier qui est aussi fort qu'avec le long-métrage. Et donc ma crainte, moi, avec Almaviva, c'était de perdre cette liberté-là. Et on manque de temps, on manque de moyens. Je me suis beaucoup questionnée sur la façon dont on allait travailler en fait pour garder cette spontanéité et ces marges de manœuvre. Il m'a fallu parfois renoncer à des plans, rattraper certaines scènes au montage parce qu'on manquait de plans par manque de temps au tournage. En tout cas, dans le long métrage, il n'y a pas une scène tournée en mode documentaire. Ça n'était pas possible. Et en plus, il y avait le Covid. Une des scènes que je voulais tourner en mode documentaire, c'était la scène du bal. Là, il n'y avait plus de bal depuis 2 ans. Donc il a fallu aussi reconstituer le bal avec des figurants, faire venir les roulottes. Quelque part, avec le recul, le défi était encore plus grand. Oui, c'est quelqu'un qui se met vraiment au service du projet. C'était presque mon tout premier film avec une équipe et en fait, il s'est mis à mon niveau tout de suite, au niveau du projet, à vouloir s'entourer de personnes qui ont une belle carrière. Parfois, on ne se comprend pas parce que ce n'est pas la même génération. Ça n'a pas été le cas avec Rui, il est très curieux. Justement de la nouvelle génération et il renonce à des films de grands réalisateurs pour faire des premiers films. C'est un maître de la lumière, quoi. C'est un magicien. Il y a une personne aussi très importante qu'il faut absolument que je cite, c'est Julien Michel qui est mon compagnon de vie aussi mais qui était chef opérateur sur tous mes autres films, Sol Branco, Invisible Héroe, Ciao Ciao et qui était là sur le long aussi aux côtés de Rui Poças. Il était là sur Chant de Vipère aussi. Il a un sens de l'image, on partage beaucoup. Bien sûr, Gaël, on a fait tous les cours, on est arrivé au lot ensemble. Je trouve que les plus belles relations de travail sont celles où on est capable de se dire que ça ne va pas, de l'accepter, de trouver des solutions. Et avec Gaël, il y avait cette grande confiance et cette capacité à se parler à tout moment. Elle a surtout vraiment cru en moi, quoi. C'est important d'être bien entourée. D'ailleurs, les réalisateurs les plus intelligents et réalisatrices s'entourent bien. C'est une des clés aussi des beaux films, quoi.
Les films se situant entre les deux pays, la France, le Portugal, forcément, tout de suite s'est posé la question de la coproduction. Et donc ça a été très évident, très vite. Sur un plateau de tournage, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Nous, on s'agite et on stresse beaucoup, et les Portugais sont tranquilles, mais ils arrivent au même résultat. Il y a une très belle phrase d'un auteur de cette région qui s'appelle Miguel Torgue, qui dit que dans ces montagnes, il y a la terreur magique qui se mêle à la quête du surnaturel. C'est ça, c'est-à-dire que ces montagnes sont chargées de légendes. Et en fait, Almaviva, la sorcellerie, c'est le fruit de plein d'histoires qui m'ont accompagnée dès mon enfance. J'ai grandi dans une famille où on croit aux esprits, aux revenants. Souvent, la sorcellerie, on le met du côté du conte, ou bien on la raconte d'une façon un peu historique, la chasse aux sorcières, etc. Là, dans Almaviva, il est vraiment question de la pratique même de la sorcellerie et dans la violence que ça peut générer dans une communauté. Et donc le film se propose aussi d'aller au-delà du rationnel, d'ouvrir d'autres horizons sur le monde, des horizons qui ouvrent vers l'indicible et l'inexplicable. Je me suis beaucoup documentée sur les pratiques de sorcellerie au Portugal, mais en France aussi. C'est une anthropologue française qui m'a donné beaucoup d'idées dans ses observations de la sorcellerie dans le bocage. Elle s'appelle Jeanne Fabré Saada. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les mots, les morts et les sorts. Et Almaviva, c'est une sorte de constellation de plein de rituels que j'ai été chercher partout. Donc c'est réaliste, mais ça n'existe pas vraiment, quoi. Tu vois, par exemple, Saint-Georges, qui est un saint qu'on prie beaucoup dans Almaviva, n'existe pas dans mon village. C'est un saint qui vient du Brésil. On a recréé un calvaire pour Saint-Georges pour le film. On a réécrit des prières. Et quand on voit le film, on pense que c'est des prières que tout le monde doit pratiquer dans le village. Pourtant, c'est des prières de cinéma. Il y avait une urgence à faire ce film au moment du confinement. Je pense que c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité d'être privé de funérailles. Et donc moi, je le fais dans l'urgence de ce moment-là, à la maison, avec peu de moyens. Il est un bon résumé de toutes mes obsessions. Parce qu'effectivement, dans Ciao Ciao, là, la frontière entre réalité et fiction est complètement abolie. C'est vraiment ma famille, moi-même, mes enfants, mon père, que je fais mourir pour cette histoire-là. Effectivement, il me permet aussi de travailler avec Loa Michel, ma propre fille, qui a le premier rôle après dans Almaviva. Donc c'est aussi une façon de commencer à aborder le jeu, le deuil. C'est un trait d'union qui m'amène vers le long. Podemos começar? Sim, espera, Lua, já te Podemos começar? Sim? Sim, podemos. Sim. Je suis curieuse de savoir dans 15 ans comment on va revoir Ciao Ciao. Et je ne l'ai jamais quitté Almaviva parce qu'il est sorti au Portugal là en fin d'année, donc je l'ai accompagné sur sa sortie portugaise. On représentait le Portugal aux Oscars, donc on a été voilà, dans cette campagne pendant plusieurs mois, ça m'a pas mal occupée. Et puis on a eu une belle carrière en festival, je suis déjà en train de rencontrer les spectateurs, de l'accompagner, donc j'attends pas, si tu veux, la sortie française. Voilà, à regarder le calendrier, quand est-ce que ça va sortir. Au contraire, c'est l'aboutissement de tous ces spectateurs que je rencontre au fil des mois. Je pense que la question du format, pour moi, elle est liée plutôt au projet, à la nécessité d'un projet. Et donc, voilà, si c'est un long, si c'est un long, si c'est un court, c'est un court. Et donc, je ne m'empêcherai pas de revenir au court-métrage, c'est une évidence. J'ai d'ailleurs envie d'écrire un court-métrage, mais d'abord, je suis en train de lancer l'écriture d'un prochain long. Après, il y a l'angoisse des premiers temps d'écriture, ça c'est sûr, c'est vertigineux quoi, d'être face à la page blanche, mais il y a déjà plein de choses voilà, qui sont là et qui ne demandent qu'à être mis sur papier.